D'abord, il faut une photo, c'est ça? Oui. C'est pour ça qu'il faut que je me tourne vers la salle. Alors, ce qui est en débat aujourd'hui, c'est quels enjeux pour le journalisme environnemental au sud de la Méditerranée. Sachant qu'on va prendre le sens du sud de la Méditerranée au sens large, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ne sont pas tout à fait au bord de la Méditerranée. Vous allez voir après. Pour en parler, nous avons avec nous un certain nombre de gens qui sont des acteurs sur ce plan important, pas seulement d'ailleurs eux non plus au sud de la Méditerranée, on va le voir tout à l'heure, mais qui ont même une résonance qui est une résonance mondiale. Myriam Esside, d'abord, Canal France International, qui a lancé une étude dont elle nous parlera tout à l'heure, dont elle nous parlera d'ailleurs qui est donc chef de projet de cette étude, pour nous résumer, sur la façon dont les médias dans 6 pays de la Méditerranée, au sens large toujours, car j'ai vu qu'il y en a un qui ne bordait pas la Méditerranée, la Jordanie. Ah ben oui, pas... Donc... Dans 6 pays de la région méditerranéenne, on traite les questions de l'environnement. Quelles sont leurs sources, comment elles les traitent, au fond, et avec quelle importance relative. Ensuite, nous avons avec nous, moi j'ai un reflet formidable, mais de mémoire, Inoussa Maïga, qui est, lui, le créateur et le patron d'une télévision qui s'appelle Agri, Business au Burkina, qui a été créé il y a quelques années maintenant et qui a fait florès, qui a un grand écho, notamment auprès des paysans, son nom évidemment l'évoque, du Burkina, qui nous dira aussi comment vous abordez ces questions de l'environnement, par quel biais. Nous avons avec nous également Loïc Lawson, Loïc qui a plusieurs casquettes, qui est le directeur de publication du Flambeau des démocrates au Togo, et qui est en même temps le président de la section de l'Union de la presse francophone, là-bas, et qui a donc à la fois une expérience comme dirigeant d'un journal, mais en même temps une expérience comme, quelque part, connaisseur pointu de questions environnementales telles qu'elles sont traitées par l'ensemble des médias au Togo. Et puis, avec nous également, Max Ball. Alors, Max, il est chef de projet à RFI. Non, j'ai sauté une étape. Quelques-unes. Ah ben voilà. Alors, mais quand même, j'ai une excuse, parce que c'est comme ça qu'on t'avait présenté sur les différents documents. Et puis ça fait quelques années qu'on s'était rencontrés là, pour la dernière fois, donc effectivement, il m'a échappé quelques étapes. Pardon, Max. Et alors, Max a un projet qui est un projet... c'est pas un projet, d'ailleurs. C'est une réalité dont il va nous parler tout à l'heure, qui groupe un certain nombre sur le web, en particulier, d'informations, on va dire, qui émanent de la base, pour faire court, et qui remontent avec un ressenti intéressant dont il nous fera part, avec un de ses collaborateurs proches, qui est juste à ses côtés, et qui n'est pas marqué là. Gaël Flogère, oui, sur la même ligne. Avec un visage à deux. Gaël Flogère qui travaille lui aussi sur ces questions-là, et donc ils vont nous en parler à deux, dès que ça va être possible. Alors, la règle du jeu est simple, on va donner la parole successivement à chacun, et puis, aussitôt après, le moins possible la parole, parce que je crois que c'est bien de laisser la place à l'échange. Le moins possible, ça veut dire que moi, je serai le père Fouettard, si vous dépassez le temps maximum de 10 minutes, mais souvent moindre, qui vous sera octroyé, quitte à ce que vous reveniez, bien entendu, sur toutes les questions dans le débat que nous aurons, j'en suis sûr. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur les questions de l'environnement. Ces questions sont de différents ordres. Une des premières questions, peut-être on ne va pas la développer de façon trop importante maintenant, puisque ça a été fait dans d'autres tables rondes, mais une des premières questions qui est posée,
c'est le fait que souvent, dans un certain nombre de pays, et en France aussi d'ailleurs singulièrement, pas seulement dans les pays du Sud, les journalistes qui traitent des questions de l'environnement sont l'objet de différentes formes de répression, et ça va parfois loin, puisqu'il y a eu quelques confrères et consoeurs qui ont été tués. En l'espace d'une dizaine d'années, il y en a eu au moins 2, et il y en a de nombreux autres qui sont victimes de pression, d'attaques, de discrimination de toutes sortes, ce qui montre d'une certaine façon la sensibilité qu'il y a très forte sur ces questions, notamment des milieux industriels et aussi d'agro-business. Alors, ce n'est pas le centre de notre débat aujourd'hui, mais je crois que c'était nécessaire de rappeler ce contexte avant de commencer. Alors, j'espère que ça va s'arranger, mais pour l'instant, on n'a pas vu arriver le technicien. Par conséquent, je vais quand même donner la parole à Myriam Esside. Sinon, je donnerais l'impression trop de meubler artificiellement le débat, et il faut rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est difficile de parler en 10 minutes sans les images, mais je suis sûr que vous allez y arriver. On va y arriver. Mais peut-être que Khaled peut commencer par présenter le projet. Ouais, non. Si le micro marche. Alors peut-être que Khaled peut commencer par présenter le projet dans la mesure où l'étude s'inscrit dans le cadre du projet, en attendant le technicien, parce que je pense que c'est important les graphiques qu'il y a au niveau de la présentation, et ça rendrait plus lisible pour les uns et les autres les résultats qu'on va présenter. Donc je suggère ça, si c'est possible. Ok. Bonjour tout le monde, mon nom est Khaled Suleiman. Je suis un journaliste kurde irakien. Alors ça fait plus que 10 ans que je travaille sur la question d'environnement au Moyen-Orient et Nord d'Afrique. Et j'ai eu un livre sur la sécheresse et l'impact du changement climatique en Irak l'année passée. Et cette année, mon deuxième livre, ça vient juste de publier, c'est sur l'émergence des nouvelles maladies à cause du changement climatique dans le monde partout. Bon, j'écris en kurde et en arabe. Bon. Tout d'abord, merci à ces filles de nous a donné cette chance pour régionaliser la question d'environnement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Pourquoi? Parce qu'avant, nous avons travaillé juste chacun ou chacune dans son pays. Et voilà, maintenant, on a la chance de se connecter. Les journalistes en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Jordanie, au Liban, en Égypte, de travailler ensemble et partager les informations sur les enjeux environnementaux et les impacts du changement climatique dans la région partout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit régionaliser cette question. Comme vous le savez, cette région MENA, la région MENA, est très touchée par les impacts du changement climatique. Bon, on disait il y a quelques années, les enjeux climatiques peuvent prévenir ou ralentir l'économie, les mouvements des populations, tout ça. Mais maintenant, non, maintenant on parle de comment réduire les impacts du changement climatique. Je peux dire presque 30 journalistes de 6 pays mentionnés. On travaille depuis l'année 2020, malgré la situation sanitaire irrégulière. On a travaillé sur plusieurs sujets. Alors, feux de forêt, l'eau, biodiversité, le système écologique, les déchets, gestion des déchets, alors migration climatique, le Covid-19 et
voilà, changement climatique, on a travaillé sur tous ces dossiers. Et nous allons continuer de travailler. Alors, je peux dire qu'on a produit une dizaine d'histoires audiovisuelles sont publiées dans les médias régionaux et locaux. Alors, dans 6 pays mentionnés. Et nous allons continuer de produire encore des histoires et écrire des articles d'investigation sur les enjeux environnementaux dans cette région. Et en fait, on a, pendant notre travail, on a juste constaté qu'on a besoin d'un manuel pour les journalistes. Pourquoi? On a vraiment besoin d'une connaissance profonde sur l'écosystème, sur le changement climatique. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment dans les pays arabes ou bien dans la région des journalistes spécialisés dans ce domaine. Alors, on commence de travailler sur cette question quand on est dans la crise. Et ça nous aide pas. Pourquoi? Parce que des fois, on envoie un journaliste, voilà, sur certains sujets comme biodiversité, mais le journaliste ou la journaliste ne connaissent rien sur ce sujet. Et comment couvrir, comment écrire sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'on a besoin d'une connaissance profonde sur cette question. Alors, on a commencé avec notre travail d'écrire moi-même, d'écrire un manuel. Et ça vient juste de terminer, mais malheureusement, à cause d'un problème technique, je pense, Myriam, on n'arrivait pas de publier sur le site de CEFI aujourd'hui. Mais le manuel en arabe, c'est prêt. Alors, c'est pour toutes et tous les journalistes dans la région, comment écrire une histoire simple, comment établir un lien entre les scientifiques et les journalistes, un lien entre les communautés locales et les scientifiques, et les décideurs, bien sûr. Et comment transférer les datas scientifiques à une histoire assez simple pour les gens réguliers qui ne comprennent pas qu'est-ce que le changement climatique. Alors c'est ça le but de ce projet, d'informer les populations qu'est-ce que c'est le changement climatique. C'est quoi les enjeux environnementaux dans la région. Merci. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'à partir de ce constat, ces premiers éléments de ce constat, on va avoir quelques éléments d'éclairage sur justement la façon dont sont traitées les questions environnementales dans ces pays. Myriam Esside. Oui, alors l'étude que je vais vous présenter tout de suite, malheureusement sans le PowerPoint qui pouvait la rendre plus lisible, s'inscrit complètement dans ce projet décrit par Khaled, qui est le projet Media Lab Environnement, qui est un projet CFI et soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette étude qui s'appelle Journalisme environnemental au sud de la Méditerranée, état des lieux et interconnexion entre médias et société civile, a été produite dans le cadre de Media Lab Environnement par 3 experts d'un cabinet tunisien qui s'appelle OTE et que j'ai coordonné. Donc cette étude vise essentiellement à établir un état des lieux de la situation du journalisme environnemental aujourd'hui dans 6 pays du sud de la Méditerranée qui sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte,
le Liban et la Jordanie. Hop. Oui. Temps mort. Désolée. Bonjour. Merci beaucoup. Alors par contre, on va peut-être se pousser un peu parce que sinon... Est-ce que tu arrives à faire une diffusion? Oui, alors ça marche. Et là, je vais mettre... Oui, mais c'est que les gens ne voient pas ce qu'on les doit. En mode lecture, oui. Voilà. Je vais me mettre un peu à côté. Moi, je prends la responsabilité de... Alors, nous allons faire une petite migration vers l'ouest. Oui. Ça va mieux comme ça? Oui. Il y a quelqu'un qui a perdu son masque, là. Je crois que c'est Myriam. Mais on n'est pas obligé de le mettre. Hein. Donc, merci. Bon, la première diapo revient sur le titre que j'ai déjà cité. Et là, je reviens sur les... Voilà, ça sera plus... On voit pas, là. Par ici. Voilà. Donc, les objectifs de l'étude sont d'établir un état des lieux de la situation du journalisme environnemental dans les 6 pays qui sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Liban et la Jordanie, et de voir les caractéristiques de ces productions journalistiques et l'évolution entre 2 dates qui sont 2017 et 2021. Ensuite, le deuxième objectif de l'étude, c'est de sortir un peu du cadre strictement journalistique et de mettre en lumière les interconnexions qui existent entre le journalisme environnemental et les initiatives de la société civile relatives à l'environnement. Merci. Alors, l'étude s'est basée sur une analyse quantitative d'un côté. Donc, il y a eu une constitution et une analyse d'un corpus de 700 contenus médiatiques qui ont été produits dans les 6 pays entre 2017 et 2020. Et sur une analyse qualitative qui s'est basée sur des entretiens semi-directs avec des journalistes, mais aussi avec des acteurs de la société civile, et sur un focus group avec une dizaine de journalistes qui a permis d'approfondir un certain nombre de questions. Voilà. Oui. Alors, les principaux résultats de l'étude, ça nous a permis essentiellement de dégager un certain nombre de caractéristiques. Donc, la première chose, c'est qu'on a pu identifier quelles sont les principales questions qui sont généralement abordées par les médias dans le monde arabe, donc pas dans tout le monde arabe, mais dans les pays ciblés par cette étude. Alors, on voit que la question de la pollution est vraiment la première question traitée. Ensuite, on trouve celle du changement climatique, celle de la gestion des déchets. Alors, ce que je dois souligner, c'est qu'il y avait le plus grand nombre de contenus provenaient du Liban. Et la question des déchets est cruciale au Liban, surtout pendant les dernières années. Donc, ce qui peut peut-être contribuer à expliquer ce chiffre important relatif à la gestion des déchets. Ensuite, environnement et santé, ressources naturelles, biodiversité, sol et terre, eau, qui ne représente que 22% en dépit de toute l'importance de la question qui est vitale et qui se pose dans les 6 pays et qui se pose beaucoup dans 5 des 6 pays. Celle des produits chimiques. Ensuite, on a un certain nombre de sujets
divers qui sont évoqués, mais qui ne peuvent pas être détaillés parce qu'ils représentent chacun 0, ou 1 ou 2%. Ensuite, on a la question de la désertification, et on note que ça ne représente que 5%, alors que 5 justement des 6 pays ont des régions désertiques, et la question de la désertification se pose pour ces 5 pays. Et femmes et environnement, c'est-à-dire la question de l'environnement au prisme du genre, ou le genre au prisme de l'environnement, c'est un point qui se pose très rarement dans les contenus médiatiques arabophones. Et je vais détailler un tout petit peu ce point tout à l'heure. Alors, l'autre caractéristique de ces contenus, c'est qu'on a remarqué une différence entre le Maghreb et le Mashrek. Donc, en fait, dans les pays du Maghreb, on trouve que les contenus environnementaux sont essentiellement francophones, alors que dans les pays du Moyen-Orient, ils sont essentiellement arabophones, avec un peu d'anglais au Liban. La Tunisie est un peu au milieu des 6 pays, et justement, la question médiatique est traitée de manière équivalente en arabe et en français. Alors, le contenu était souvent original, dans le sens où c'était pas des reprises mot pour mot de dépêche, c'était pas de la paraphrase, sauf que oui, c'est bon. On peut passer à la diapo suivante. Sauf que le plus souvent, il s'agit de contenu purement descriptif. Donc on ne reprend pas mot pour mot, mais finalement, la place de l'analyse semble assez faible dans la plupart des pays, avec une petite exception pour la Tunisie et le Liban, donc, où on trouve un peu d'analyse de décryptage, de l'enquête, des interviews. Pour les autres, on voit que le rouge ou le rose est vraiment majoritaire, donc on a un contenu qui est essentiellement descriptif, ce qui nuance un peu le côté original. Alors, on voit donc qu'il y a un journalisme environnemental d'investigation. Ça existe essentiellement en Tunisie et au Liban, mais on montre également qu'il existe aussi dans les autres pays, mais de manière plus faible, mais qui gagnerait à être développé, notamment dans ces 2 pays où il y a quand même un champ des possibles pour l'investigation. Les contenus font déjà le lien entre les problématiques politiques et sociales et les problématiques environnementales. Je dirais même que, généralement, on essaye d'attirer l'attention sur les problématiques environnementales à travers les questions politiques et sociales qui ont tendance à intéresser un peu davantage. Dans les 4 autres pays, la question environnementale est souvent abordée à travers une approche scientifique. Donc on remarque qu'on adopte davantage l'approche scientifique, objective, qui se veut objective, davantage dans les pays où la possibilité de l'investigation est moindre. Ensuite, non, j'avais pas fini. Donc, dans plusieurs pays où la liberté d'expression est limitée, le journalisme environnemental est largement contrôlé par l'État, qui est contrôlé de manière plutôt douce, dans la mesure où, par exemple, l'État encourage la formation des journalistes sur ces questions, mais à travers des programmes étatiques. C'est le cas en Algérie, mais c'est particulièrement le cas au Maroc, où vraiment il y a une volonté affichée de l'État de s'occuper des questions environnementales, mais tout en limitant parfois le travail des journalistes. Donc en Algérie, en dépit de la détérioration de la situation de la liberté de la presse, le journalisme environnemental semble quand même exister de manière relativement importante, grâce à l'intérêt des journalistes et à la sensibilisation de l'opinion publique sur le sujet. Alors,
Si on passe un peu à la question du genre et de l'environnement qu'on a essayé de traiter, on voit qu'il y a une majorité de contenus qui sont produits par des hommes, avec une exception qui est en Égypte. Alors, on voit un peu que parfois on a plus que 50%, par exemple, Algérie, on trouve 60 et 70. Ça s'explique essentiellement par les articles co-signés. Voilà. Alors, en fait, selon les entretiens qu'on a pu avoir avec les journalistes, on a constaté que pendant longtemps, les sujets environnementaux ont été jugés par les rédacteurs en chef comme des sujets de second ordre et que du coup, on a plutôt mis les femmes sur ces rubriques-là qui étaient consacrées à l'environnement, notamment dans les années 90. Et par contre, ce qu'on constate à travers le corpus qui a été analysé, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de femmes qui écrivent sur les sujets environnementaux. Donc, il y a une évolution, mais qui n'est pas forcément, qui est un peu complexe, quoi. Ça revient un peu à la question, les métiers qui se féminisent, et qui n'est pas forcément positive, parce que le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de femmes qui écrivent sur l'environnement se corrèle quand même un peu avec le fait qu'on traite très peu de la question du genre au prisme de l'environnement ou inversement. Alors, l'autre caractéristique qui a été dégagée, c'est que le contenu produit sur l'environnement est essentiellement produit par des journalistes généralistes. La spécialisation dans les pays qu'on traite existe très peu, à part au Liban et un tout petit peu en Égypte. Il y a très peu de journalistes qui se spécialisent vraiment en environnement, qui ne travaillent que sur ces sujets ou de manière principale sur ces sujets. On essaye de faire peut-être court pour la présentation maintenant. D'accord, je vais juste parler de la société civile et passer aux recommandations. Donc, j'avais presque fini. Donc, ce qu'on constate à travers les entretiens qu'il y a eu avec la société civile, c'est qu'elle joue un rôle très important dans la production de données et de contenus environnementaux. Il y a en revanche, la stratégie de communication des associations demeure, elle, assez faible, limitée en raison d'un manque de formation des représentants des OSC en matière de communication. Et l'essentiel de la communication passe par les réseaux sociaux et non pas par les médias traditionnels. Il y a une assez faible sollicitation des journalistes qui ne s'intéressent pas toujours ou dans tous les pays au travail qui est fait par la société civile. Toutefois, il convient de souligner que la société civile joue un rôle très important pour les journalistes. Dans des pays où la formation universitaire des journalistes en matière d'environnement n'est pas encore développée, c'est un rôle de formation continue à travers les rencontres, les points, etc., organisés par la société civile. Ça permet aux journalistes de se former sur ces questions. C'est bon. Donc, en matière de recommandations, ce qui a été souligné, c'est l'importance de développer un journalisme d'investigation relatif à l'environnement, notamment en Tunisie et au Liban, où la possibilité est plus importante, mais là où cette possibilité existe, et de développer essentiellement les enquêtes faisant le lien entre l'environnement et le modèle de développement, de gouvernance, etc. L'autre point, ça serait de développer le data journalisme, d'accompagner des journalistes généralistes compétents pour les amener à travailler sur l'environnement, en raison notamment du faible nombre de journalistes spécialisés. Le journalisme environnemental ne peut se développer sans les généralistes. On recommande également d'accompagner les initiatives adoptant une approche scientifique dans les autres pays, de favoriser les médias adoptant une approche genre, c'est-à-dire défendant l'égalité en général, et d'encourager le développement de contenus environnementaux sensibles au genre.
de renforcer par ailleurs les stratégies de communication des OSC travaillant sur des problématiques environnementales, de favoriser les collaborations entre la société civile et les médias et de renforcer les capacités des médias en matière de numérisation et d'archivage de contenu, parce que pour la réalisation d'études comme ça, c'est très important d'avoir des archives et de pouvoir se baser sur des sources fiables. C'est difficile de constituer un corpus quand il n'y a pas suffisamment d'archives. Voilà, l'étude est disponible sur le site de CFI et je pense qu'on peut la retrouver également sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, LinkedIn de CFI. Merci beaucoup. Merci, pardon, je ne vous ai pas beaucoup bousculé, j'ai été gentil, mais vous avez dépassé largement. Ça fait rien, c'était intéressant. Et c'était intéressant de voir comment, dans quelles conditions, au fond, sont traitées les questions de l'environnement dans ces pays. Alors, il y a une autre question qui se pose, c'est comment on les aborde. Et en fait, comment on les connaît, comment les gens, puisque les médias s'adressent aux personnes d'abord, comment est-ce que les personnes reçoivent les questions de l'environnement. Est-ce qu'au fond, dans les médias des pays du Sud, on apporte des réponses aux interrogations que se posent les gens et, au fond, quelles interrogations se posent les citoyens, on va dire, les citoyennes. Alors, je voudrais donner la parole à Gaël Flogère et à Max Ball. Je ne sais pas dans quel ordre vous allez intervenir, parce que leur expérience permet justement de voir de plus près comment s'expriment ces questions auprès des publics et notamment auprès des publics jeunes. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc Gaël Flogère, responsable de programme à RFI Planète Radio, notamment en charge du développement de hip-hop, sa communauté et son média. Donc je vais vous expliquer très très vite ce que c'est. L'idée, donc, pour continuer sur ce débat, c'est d'arriver à faire émerger justement ces problématiques, à mettre ces problématiques-là sur le devant de la scène. Alors comment est-ce qu'on fait ? Nous, on est parti d'un défi, entre guillemets, une petite expérience. On a lancé un réseau qu'on a voulu mondial, où l'idée était de capter les ressentis des gens dans les communautés locales sur les ressentis climatiques et environnementaux, ce qu'on appelle, nous, les changements globaux. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a eu énormément d'échos dans le sud de la Méditerranée, notre sujet du jour, notamment sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que nous, on est venu solliciter des vidéastes, ce qu'on fait toujours, en leur disant allez dans vos communautés avec votre smartphone, avec un petit peu de formation derrière, et allez capter les ressentis. Et on va essayer de pallier justement à cette difficulté d'accès, parce que c'est très compliqué de faire sortir ces problématiques des communautés. C'est-à-dire qu'on a des communautés qui vivent avec leurs problèmes, dont ils n'ont pas toujours conscience des causes, en fait. Ils vivent avec la désertification, ils vivent avec l'augmentation du niveau de la mer et des océans, ils vivent avec la problématique des déchets plastiques, sans forcément avoir une idée des causes de tout cela. Donc, ils essayent au quotidien de faire avec, mais ces problématiques ne sortent pas forcément. Alors, soit parce que les gens sont occupés à vivre avec ces problématiques, soit pour cause de difficultés d'accès aux journalistes, justement. Et donc, nous, on a lancé ce réseau-là et on s'est rendu compte qu'effectivement, dans les communautés, il y avait beaucoup d'échos. Et on a des jeunes qui vont parler à des moins jeunes dans leur communauté, que ce soit des gens qui travaillent, des pêcheurs, des gens qui font de l'agriculture, ou des anciens qui, eux, ont vu les conséquences des changements climatiques et environnementaux. Et ce dialogue-là, entre un jeune et un moins jeune, via la médiation du smartphone, de la vidéo, ça permet vraiment de libérer une parole qui est, dans le cadre de la communauté, qui serait extrêmement compliquée à libérer autrement. Un journaliste aurait beaucoup de mal à aller dans les communautés pour aller récupérer cette matière brute, ce ressenti brut sur les conséquences des changements climatiques et environnementaux et les faire émerger sur la place publique. Donc voilà, nous, c'est l'expérience qu'on a menée avec Hip Hop et ça a montré un vrai désir aussi dans la population de faire émerger ces problématiques-là et un vrai besoin de travail journalistique derrière. Nous, les témoignages qu'on fait
qu'on fait émerger, c'est des témoignages qui appellent à action, de la part d'activistes, de la part des organisations environnementales, de la part des politiques locaux et nationaux, mais également de la part des journalistes, car on voit que souvent, on n'a pas conséquence des fois, on a conséquence des causes, bien sûr, pas toujours, et ça en appelle vraiment à un travail de fond, un travail journalistique, finalement. Oui, bonjour, Max Val, donc RFI Planète Radio. Donc pour revenir en complément à ce que disait Gaël, je pense qu'il y a un gros problème sur la perception de... C'est comme tu as l'enceinte juste au-dessus. D'accord. Et puis j'ai une grosse voix, je peux faire sans le micro, non? Bon, je vais essayer de me mettre comme ça. Je pense qu'il y a un problème initial, enfin un problème non, il y a une composante initiale, c'est que la définition de la problématique environnementale, elle est un peu liée à l'endroit où on habite. Il y a des priorités dans la vie. Nous, RFI Planète Radio travaille sur les 5 continents, dans les zones les plus reculées, que ce soit avec les Pygmées en Amazonie ou dans le fin fond du Vanuatu dans le Pacifique. Il y a des priorités dans la vie et que la prise de conscience et l'angle de prise de conscience pour quelqu'un qui se bat tous les jours pour manger, quand on lui dit attention le réchauffement climatique, surtout que la causalité pour lui, elle lui est totalement inconnue. On parle, nous, 90% des reportages, juste pour vous dire, en complément de ce que disait Gaël, donc maintenant Hip-Hop, c'est un réseau international qui est étalé sur 38 pays. On a 100 000 followers qui nous suivent sur nos réseaux et on a 650 contributeurs en 45 langues, parce que bien entendu, on garde tous les dialectes locaux. Ce qu'on s'aperçoit très vite, c'est que la problématique, l'angle avec lequel les Occidentaux, et je me mets dedans, abordent la problématique environnementale sur le bien-être, du présent ou du futur, c'est pas du tout la même réalité auxquelles sont confrontées les personnes qui vivent dans les zones très reculées dans lesquelles on travaille. Moi, les gens qu'on fréquente au quotidien au travers de nos activités, de nos travaux, sont plus interpellés par ce qu'ils vont manger demain que si 0,2 cm d'eau va monter à la rivière ou baisser à la rivière, parce que dans l'absolu, il y a des urgences. Bref, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la définition même de la protection environnementale et du réchauffement climatique, encore une fois, on l'a en fonction de ses compétences, de son actif, de son passif, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on nous a appris, qu'est-ce qu'on nous a transmis. Donc la culture, l'éducation a aussi un rôle énorme. La perception pour quelqu'un qui vit dans l'océan Indien, on travaille beaucoup dans l'océan Indien sur les crises qui se passent à Madagascar par exemple, sur la sécheresse, sur la malnutrition. Oui, Madagascar est une zone extrêmement impactée par les conséquences directes des changements climatiques environnementaux, donc globaux, mais l'aspect social est primaire, c'est-à-dire est vraiment primordial. C'est à travers ça qu'on peut être conscient de l'impact. Et nous, cette analyse-là, depuis Paris, Londres, Washington, ou tous les endroits sur lesquels on est invité pour en parler, on a un angle tellement distancié, tellement éloigné des dures réalités. C'est pour ça qu'on a créé ce réseau international, pour un peu réhumaniser le débat. On a été invité aux 30 ans du GIEC à l'UNESCO il n'y a pas très longtemps. Et entre chaque intervention de Hulot, qui a fait un grand malheur hier, ou de Fabius ou des autres, il y avait une intervention hip-hop pour dire, attendez, on parle de quoi là? On parle d'humains. On ne parle pas de structure, on parle de gens qui sont en train de mourir de faim, qui sont en train d'être déplacés. Et quand on est déplacé, on est nourri à une notion de ressenti. Le ressenti, c'est l'antichambre de la prise de conscience qui elle-même est la base de l'acte. Il n'y a aucun acte sans acceptation du ressenti. Si je n'ai pas envie d'être là, je ne viens pas. Si je suis là, c'est parce que j'ai envie d'être. C'est à partir de là qu'il y a une prise de conscience, c'est un échange et donc un acte, un engagement. Et il se trouve que malheureusement, et je fais un peu long parce que c'est la base de tous nos concepts et de tout notre engagement. Il me semble que dans l'urgence qu'on est en train de traverser maintenant, il est urgent, pour ne pas dire plus, de remettre, de réhumaniser le débat et de savoir de quoi on parle et de qui on parle. Et que la perception de certaines populations est totalement différente de celle qu'on a maintenant. Tu veux dire... Non, t'as pas été un peu long, mais je vais peut-être te renvoyer la balle d'une seconde avant de la donner à Inoussa en particulier. Mais on va voir. Et à Loïc, mais tu veux dire que la façon dont on traite l'environnement dans les médias, que nous, journalistes, quand on parle de l'environnement, on en parle d'une façon qui est trop détachée des réalités, qu'on n'a pas les pieds sur terre? Elle est un petit peu pyramidale, de fait. C'est-à-dire que j'ai assisté hier au débat avec comment s'appelle-t-il déjà, Cédric
Hugo Clément, pardon, sur la priorisation, la définition même de l'environnement. Qu'est-ce qu'on appelle l'environnement de proximité? Quelle est ta vision de l'environnement, de ta proximité par rapport à celle de la personne qui est déjà les pieds dans l'eau et qui doit être déplacée demain matin parce qu'on lui dit que voilà. Donc c'est-à-dire que la perception, la définition même de ce qu'on appelle l'environnement de proximité, c'est moi qui crée un problème? Le micro, ça ira mieux, je pense. Prenez celui-là. Celui-là? Ok. Bah, tiens. Désolé. Ah merde, du coup, j'ai pas de câble. Hop. Merci, ça va. Donc voilà, non, c'est juste pour dire que des fois, on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que nous, la perception à Paris, ou à Tours, ou à Limoges, ou à Tourcoing, c'est de se dire, voilà où on en est maintenant, voilà ce qui peut nous arriver. Il y a des endroits du monde, énormément d'endroits du monde, dans lesquels ça arrive déjà. Donc cette perception-là, ce ressenti-là, ces conséquences-là, et éventuellement ces initiatives qui sont mises en œuvre dans ces pays-là, devraient être de façon récurrente intégrées dans tous les débats. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Nous, on est invités à toutes les COP et on s'aperçoit, on rentre du Congrès mondial de la nature, on a essayé de remuer un peu les lignes, mais on s'aperçoit que ça parle beaucoup, il y a beaucoup de pourcentages, de courbes, d'évaluations, de milliards de dollars d'affectations qu'on ne voit jamais et qu'on dit mais dans l'absolu, attendez, ce qui se passe dans tel endroit du monde, voilà l'impact sur les populations. On fait quoi là maintenant? Donc voilà, c'est donc la définition et comme dirait Einstein, la relativité du temps, c'est-à-dire nous, on a le temps d'y penser. Certaines personnes n'ont pas le temps d'y penser. Voilà. Merci Max. Je voudrais me tourner vers Inoussa Maïga qui a créé une... hop, paf, voilà, je m'y prends assez mal. Merci. Voilà, on s'arrange. Inoussa qui a créé Agrobusiness, qui est cette télévision au Burkina. Comme on se tutoie dans la vie, on va continuer à se tutoyer maintenant. Et tu ressens les problèmes de quelle façon et comment tu les transmets au fond? Comment ça se passe? Les questions de l'environnement, dans ces régions du Burkina qui sont parfois loin de la capitale d'ailleurs, où les gens sont livrés à eux-mêmes, où il faut qu'ils produisent, où il faut qu'ils produisent de quoi manger hein, pour leur famille, pour le village. Comment ça se passe? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Maïga Inoussa du Burkina Faso. Je dirais qu'on a fait le choix de manière très orientée de travailler sur la dimension humaine. Et peut-être situer un peu le contexte, on parle d'un pays où on a donc à peu près 80% de la population active travaille dans le secteur agricole. Et donc une agriculture qui pendant longtemps a été tributaire donc, du climat, donc de la pluviométrie. Donc chez nous on a 2 saisons, donc une saison sèche, qui est très longue, et puis une courte saison de pluie qui pendant longtemps était autour de mai à septembre. Donc c'est la période pendant laquelle beaucoup donc, de ces agriculteurs travaillaient. Donc travailler 3-4 mois pour avoir de quoi se nourrir le reste de l'année. Et ça, il faut aussi comprendre que dans ce contexte, on a affaire à une agriculture qui est en général de petite taille, donc gérée par le cercle familial. Donc la main-d'œuvre, les capitaux viennent donc de la famille. Et l'objectif principal étant donc de produire à travers donc, cette activité, d'avoir les moyens de répondre aux besoins alimentaires de la famille pendant toute l'année. Alors avec le changement climatique, déjà qui se manifeste par la rareté, donc la pluviométrie, une saison qui devient encore plus courte, mais aussi surtout une forte dégradation donc, des terres qui sont de moins en moins productives. Donc ce changement a des conséquences, donc désorganise le système de production. Et en désorganisant le système de production, il désorganise aussi le système social parce que c'est très lié. Et si on combine à cela avec la structure sociale aussi démographique qui a fortement évolué, plus de 70% de la population qui est âgée aujourd'hui au moins de 25 ans, donc une jeunesse qui a d'autres aspirations, qui n'a plus juste l'ambition de produire, d'avoir de quoi se nourrir, mais qui veut se réaliser économiquement. Donc on se retrouve dans un contexte où l'activité agricole, qui est la plus répandue, n'arrive plus justement non seulement à répondre aux besoins alimentaires, mais aussi à répondre aux aspirations donc, de la jeunesse.
Donc, désorganisation totale de la structure sociale. On a beaucoup de jeunes qui donc abandonnent les zones rurales, qui quittent l'activité agricole. Beaucoup s'orientent donc vers l'exploitation minière donc artisanale. Il va de soi aussi que certains tombent dans l'extrémisme violent parce qu'on a une partie donc du pays qui est justement en train d'être rongée par le terrorisme, qui n'est plus un phénomène qui vient d'ailleurs, mais qui arrive donc à se développer à travers le recrutement donc de jeunes donc de certaines localités totalement défavorisées pendant longtemps donc abandonnées. Et donc nous, la réponse que nous proposons en tant que journalistes, c'est justement, il y a trois dimensions. La première dimension, c'est vraiment déjà aider les gens à comprendre le phénomène. Ils subissent les conséquences, mais ils n'en savent pas les causes. La preuve est qu'on est encore dans des contextes où on organise des prières pour avoir la pluie, on organise donc un certain nombre de choses totalement détachées en fait des faits scientifiques qui expliquent ce qu'on subit. Donc on essaye d'expliquer le phénomène, ça c'est la première des choses. Le deuxième niveau, c'est aussi accompagner l'adaptation. Accompagner l'adaptation en quoi faisant, c'est déjà ne serait que on parle de Agribusiness TV, mais aussi on travaille beaucoup avec un réseau de radio rurale qui nous permet justement donc d'avoir une plus grande portée, qui est à ce niveau, le travail consiste à récupérer des informations météorologiques et combiner avec des conseils agricoles pour justement les travailler et les diffuser à l'attention des agriculteurs. Ce qui permet par exemple du début de la saison à la fin de savoir, vu l'irrégularité des pluies, qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment. Parce que pendant longtemps, on a des gens aussi on a affaire à des producteurs aussi qui utilisent de manière traditionnelle leurs semences, donc qui sont plus du tout adaptées, des semences qui demandent 120 jours pour produire. Aujourd'hui, dans ce contexte, ne passe plus. Donc, c'est orienter les gens à se dire à partir du mois de juillet, par exemple, on est aujourd'hui le juillet, voici la semaine écoulée, voici la pluviométrie, pour la semaine qui vient, voici ce qu'on peut espérer comme pluie. Et à ce stade, si vous n'avez pas encore planté votre mil, parce que ce n'est plus la peine de planter parce que vous ne récolterez rien. Par contre, vous pouvez à la place planter du haricot, planter des arches. Donc les orienter, donc une combinaison d'informations météorologiques avec des conseils agricoles qui permet justement aux gens de savoir quelle direction prendre pour arriver à la terme ou au moins récolter quelque chose pour pouvoir justement répondre à leurs besoins. Et le troisième niveau, c'est aussi de travailler à redorer un peu l'image de ces métiers d'agriculture en se disant que oui, c'est vrai que tel que pratiqué avant, aujourd'hui, ça ne marche plus. Mais il y a de nouvelles applications de ces métiers qui doivent permettre justement aux jeunes, non seulement de répondre à leurs aspirations, en montrant des exemples, en montrant des modèles de réussite des jeunes agriculteurs qui justement arrivent à des résultats intéressants parce qu'ils pratiquent différemment donc l'activité, que ce soit la production aquaponique du fourrage, que ce soit donc la transformation. Donc, montrer toute cette large gamme donc d'activités, de nouvelles orientations que les jeunes peuvent emprunter pour justement réussir dignement donc leur vie sans avoir à s'engager dans des chemins qui peut-être sur le long terme contribuent à détruire définitivement le pays. Voilà un peu comment est-ce que nous abordons la question. Merci. Ça marche là ? Non, ça marche pas. Voilà, ça y est. Merci. Ça veut dire qu'au fond, finalement, vous faites un travail sur les questions de l'environnement, un travail qui est d'ordre pratique. C'est faire en sorte que les paysans puissent continuer à avoir une récolte suffisante pour leur famille, en particulier pour le village, etc. Mais au fond, l'expression sur les questions d'atteinte à l'environnement se pose uniquement à travers cet aspect-là ? Ou bien est-ce que vous arrivez à faire prendre conscience, au fond, à ces gens, aux paysans, que ces problèmes les dépassent, mais qu'ils ont quand même un certain nombre de causes auxquelles on peut s'attaquer? Absolument, c'est ce que j'ai dit dans le premier aspect, qui est déjà accompagner, faciliter la compréhension donc, de la problématique. C'est de montrer les origines. C'est vrai qu'ils subissent, il y a une bonne partie donc des causes qui leur échappent,
mais il y a aussi à leur niveau des choses qu'ils doivent pouvoir changer. Et surtout en termes d'adaptation, donc, ne serait-ce qu'arriver à faire comprendre que oui, la dégradation des sols n'est pas une fatalité. On peut récupérer cette terre à travers donc un certain nombre de techniques, permet justement de relancer cet espoir-là. Et il y a cette orientation aussi qui est faite dans le traitement que nous proposons. Merci. Loïc Lawson, flambeau des démocrates, Togo. Au fond, c'est la presse urbaine. Pas seulement urbaine, parce qu'il y a les radios, évidemment, les radios locales, mais l'essentiel de la presse écrite est dans la capitale. C'est comme ça que les choses se passent, en tout cas en termes de diffusion. Et au fond, la question qui est posée se pose un peu différemment. C'est comment sensibiliser les gens dans leur pratique aux questions de l'environnement. Alors je crois que tu as une expérience qui est une expérience intéressante, c'est que, pardon de cette expression, mais les journalistes ont mouillé la chemise. Oui, Loïc. Je viens du Togo, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui connaissent, c'est un pays côtier. Et effectivement, aujourd'hui, ou depuis quelques années, tout le monde parle du journalisme environnemental, tout le monde parle de l'environnement. Les journalistes en parlent à la radio, à la télé. C'est vrai, on a tout à l'heure vu l'étude qui a été présentée par nos amis kurdes, et que j'ai aussi apprécié. J'ai vu, les chiffres étaient clairs par rapport à l'engagement journalistique en Algérie, en Tunisie, en Jordanie, au Liban et tout ça. Mais nous, on s'est dit, on peut faire autrement. Les journalistes au Togo, il y a des médias écologiques, des médias qui parlent environnement tout le temps. Dans mon canard que je dirige, par exemple, on a une page dédiée à l'environnement. Mais on s'est dit, écoutez, au-delà de tout ça, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Parce qu'à la base, quand on parle d'environnement, aussi, j'ouvre cette parenthèse, en réalité, vous savez, au sud du Sahara, dans les pays subsahariens, beaucoup plus, et on a toujours respecté l'environnement, de par notre tradition. Au sud du Sahara, l'environnement a toujours été respecté, que ce soit sur le plan agricole, que ce soit dans nos activités de tous les jours. C'est en réalité la dégradation de l'environnement, sachant tous que c'est devenu de l'industrialisation. Par exemple, moi, et chez moi, je donne un exemple banal comme ça, hein, pour que la femme prépare la cuisine, à la base, à l'époque, nos mères ont toujours utilisé des marmites faites à base de l'argile. Et c'est plus solide. Et pour écraser le piment, on ne connaît pas Moulinex. On allait de manière traditionnelle. Et donc, c'est pour ça que je dis, à la base, nous, on a toujours respecté l'environnement. On ne subit que les conséquences de ce que les pays développés font et nous importe. Mais bon, au-delà de tout cela, on s'est dit, écoutez, bon, de toute façon, on subit le mal, on le subit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a aujourd'hui, excusez-moi, beaucoup les pays asiatiques qui nous inondent et qui payent des terres pas possibles, qu'ils rasent. Vous imaginez, je vous ai dit au début qu'on a un pays côtier. Aujourd'hui, on a une plage sablonneuse pas possible. C'est un petit paradis. Mais tellement on est envahi aujourd'hui par surtout les Chinois, que notre plage est en train de devenir béton. C'est-à-dire, ils construisent des hôtels à perte de vue, et pas à base de matériaux écologiques, mais avec du béton. Et on détruit ce qui est, comment vous appelez ça, les cocotiers. On a des cocotiers à perte de vue, tout est détruit. Tout est détruit. Et tout cela, on voit, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout qu'aujourd'hui, on n'a plus de cocotiers sur nos plages. Alors, on a lancé une campagne avec une association que je dirige, qui est l'UPF, l'Union internationale de la presse francophone, la section Togo, que je dirige. J'ai dit, écoutez, comme les médias, nous, les journalistes, on est beaucoup écoutés chez nous. Contrairement à d'autres pays aujourd'hui où quand les journalistes parlent, nous, aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, quand nous parlons, les populations écoutent. Alors, on s'est dit, lançons une initiative, au-delà de ce qu'on écrit, au-delà de ce qu'on dit, et si nous-mêmes on passait à l'acte. Les journalistes parlent environnement, mais ils n'ont qu'à passer à l'acte. Comment? Alors on a réfléchi, on a dit, écoutez, on va lancer des opérations de reboisement et inviter les populations à ça. C'est comme ça qu'on a lancé la première édition de ce qu'on appelait un journaliste en arbre. Un journaliste en arbre, on a mis 2 semaines à en parler sur les radios, les télés, dans les journaux. Et ça a pris d'une manière incroyable. Et quand on a donné le top départ pour le 1er juin d'il y a 2 ans, vous ne pouvez pas imaginer. C'était dit journalistes seulement. C'était la population entière était là. Et comme
ça passait sur les réseaux sociaux en direct. Vous savez, les hommes politiques aiment toujours la récupération. Et les hommes politiques ont laissé tomber leur veste pour venir sur le site. Car chacun veut qu'on le voit planter cet arbre. Et lui aussi veut poser l'acte d'avoir planté un arbre. Et c'était tellement magnifique. Au-delà, on était parti pour reboiser 1 hectare. On est allé en une journée à 3 hectares. C'était beau. Et on s'est dit, écoutez, si la population a pu prendre conscience, pourquoi ne pas renouveler? Et c'est comme ça on a commencé à renouveler cette opération et en disant, nous les journalistes, on parlera environnement, on dénoncera ce qui se passe qui est mauvais, mais nous-mêmes, on va donner les exemples en posant chaque année des actes pareils. Et l'autre chose qu'on a fait, c'est par exemple par rapport à la mer. Comme nous avons la mer et tout cela, il y a aussi les déchets qui sont jetés dans la mer. C'est comme j'étais à la salle de sport, j'aime le sport, et puis je rencontre un monsieur qui dirige un restaurant, et c'était un Français, et puis il me dit, mais Loïc, j'ai quelque chose à te montrer, tu me suis demain, et je vais te montrer ce qui se passe. Les bateaux que tu vois en rade là, parce qu'on a un des meilleurs ports de la sous-région ouest africaine, et il y a tellement de bateaux qui sont en rade. Il me dit, regarde Loïc, viens, tu vas voir comment les bateaux jettent les déchets dans la mer. Ça va vous aider à faire des papiers. Je vais vous donner. Et c'est vrai. Il m'a pris dans son bateau. J'ai eu peur. Je me suis dit, il ne faut pas qu'il aille m'envoyer à la mer et qu'il revienne. On ne sait jamais. Mais je suis allé avec lui et j'ai vu. Mais seulement, on ne peut pas faire des images. Il me dit, les gars, ils peuvent te tirer de loin. Ils sont capables de faire cela. Et j'ai vu. On est revenu. On en a parlé. On a interpellé le ministre de l'Environnement qui, après, a fait quelques descentes, comme on peut dire, ils savent le faire, après, paf, c'est passé inaperçu. Alors, on s'est dit aussi, comme notre plage, il y a énormément de touristes qui sont là, qui viennent et qui laissent tomber des sachets, des trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Invitons les populations, c'est à nous. Eux, ils sont venus, ils vont partir. Invitons-les à venir, comment vous appelez ça, ramasser les déchets, tout ça. Ça, c'est aussi une autre opération, quand vous venez au Togo, que c'est des journalistes qui l'ont initié. Ou, par moment, les journalistes invitent les populations et elles-mêmes se mettent devant et on essaie de nettoyer la plage. Bon, alors, où ça commence et où ça finit, le journalisme activiste? Je veux dire, planter un arbre, oui, mais par exemple, détruire les constructions en béton des Chinois? Non, je crois que les autorités à ce niveau ont commencé à prendre conscience aussi, là aussi, grâce aux journalistes. Parce que les faux investisseurs, il y a dans la salle qui ne vont pas me démentir, il y en a beaucoup qui viennent comme ça. Et qui, comme je parlais tantôt des bétons sur nos plages, qui ont eu énormément de moyens de près de nos banques et qui, en réalité, le projet, c'était des faux projets. Et dès qu'on a commencé à dénoncer, ils ont laissé, ils sont partis, mais en attendant, ils ont déjà détruit nos cocotiers. Ils ont mis les bétons, ils sont arrivés au niveau chaînage, au niveau dalle, ils sont partis. Et ça, c'est la triste réalité. Mais on n'a personne. Et ce qu'on peut faire, c'est d'écrire, mais c'est aussi de dénoncer comme on le fait comme ça, par moment, et de poser des actes concrets. Pour moi, ce que je peux dire, en grosso modo, c'est que le journaliste doit être capable, au-delà de tout ce qu'on écrit, au-delà de tout ce qu'on fait, poser aussi des actes concrets, des petits actes de rien du tout, qui peuvent contribuer à défendre l'environnement. Merci. Merci Loïc. Alors, on l'avait dit que c'était un échange, donc il faut que je me tourne vers la salle, vers chacun de vous, par conséquent, et chacune de vous, pour intervenir, si vous le souhaitez, sur votre conception sur le rôle des journalistes dans l'environnement, comment ça se passe, comment vous le vivez, comment vous le ressentez, ce qui va bien, mais aussi, surtout... pour ne pas oublier cette expression, en remuant le revolver ou le stylo dans la plaie. Oui, alors on va vous passer un micro, c'est plus simple pour que tout le monde entende. Merci. Bonjour, Marianne Roux, consultante en médias développement sur la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Alors moi j'ai une question, c'est plutôt une remarque en fait sur la question du danger de parler de ces sujets-là, parce que c'est vrai que c'est bien de vouloir former les journalistes aux questions environnementales et souvent les ONG ou les institutions pensent que c'est un sujet qui n'est pas très dangereux, parce que je pense notamment à l'Égypte où j'habite, où vraiment la société civile est très refermée, donc on se dit bon, l'environnement au final ça passe, mais en fait on se heurte parce qu'il est question aussi notamment d'investigation, hein,
Et qui dit investigation, par exemple, notamment en Égypte, sur les dommages environnementaux, en fait, on va se heurter à l'armée parce que la question des poissons, en fait, des ressources naturelles, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de poissons en Méditerranée, en tout cas à Alexandrie où j'habite, et les petits pêcheurs n'en trouvent plus, mais c'est parce qu'en fait, il y a les gros bateaux qui appartiennent à l'armée, qu'il y a aussi des entreprises dans l'agroalimentaire qui arrivent et qui prennent tous les poissons. Idem pour la question du ciment, en fait, ils ont récemment, cassé les prix en vendant du ciment pas cher. Et en fait, vu qu'ils construisent partout, à tout va, il y a une bétonisation du littoral absolument incroyable et tous ces hôtels, les restaurants, ça appartient à l'armée. Ils envoient les jeunes en service militaire qui travaillent dans ces hôtels pour rien du tout. En fait, c'est leur service militaire. Donc en fait, voilà, ici un journaliste parle de ça, évidemment, direct, il va en prison. En Irak, Khaled peut nous dire, voilà, Basra, sur les questions des raffineries, des taux de cancer chez les enfants, et voilà, tout ça est détenu par l'État, les milices chiites. Voilà, il y a vraiment des questions où c'est vrai que les journalistes se mettent en danger aussi. Voilà, tout à fait. Oui. Marianne, merci beaucoup pour cette question. Tout à fait. Je suis d'accord. Il y a de dangers de plusieurs niveaux. Par exemple, moi, j'étais en Irak il y a 3 mois. J'étais en Irak et j'ai eu ces genres de problèmes. Premièrement, dans les montagnes du Kurdistan, quand je suis rentré, moi, j'avais l'intention de d'écrire un article sur la biodiversité, mais j'ai constaté au cœur des forêts au Kurdistan, j'ai constaté qu'il y avait un champ pétrolier. Alors, et j'appelais plusieurs personnes, plusieurs compagnies, et j'ai pas eu l'accès à l'information juste pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les forêts. Et voilà, ça c'est un genre de problème. Un autre problème, j'étais à Bassora, alors à Bassora, j'avais pas le droit d'entrer dans le champ pétrolier pour avoir, et c'est dangereux. Et peut-être il y a des gens qui nous attaquent sans raison et il n'y a personne qui nous protège. Et c'est tout à fait, c'est vrai, l'accès à l'information au Moyen-Orient, pas juste en Irak, dans d'autres pays aussi, c'est vraiment dangereux. Alors il y a quelqu'un qui nous dit, il y a des gens qui nous disent, ah voilà, vous êtes un journaliste environnemental, vous êtes calme, alors vous travaillez calme, vous n'avez pas de problème avec les autorités, tout ça. Mais au contraire, nous les journalistes environnementaux et environnementaux qu'on a toujours des problèmes avec les autorités, avec les forces de sécurité, tout ça. Merci. Oui, c'est clair qu'il y a un certain nombre de problèmes. On l'a évoqué au début, d'ailleurs, on n'a pas insisté là-dessus, mais il y a des pressions qui sont fortes. Par exemple, quand on voit qu'en France, quand on parle des questions d'environnement, le lobby d'agro-business qui révèle un certain nombre d'exactions, alors qu'on a dans notre pays une protection des journalistes qui est quand même relativement forte. On imagine ce que c'est dans les pays où la liberté de la presse n'a pas toujours très court. Vous avez demandé la parole. Bonjour, c'est Hicham Houdeifa du Maroc. Je suis éditeur. Notre maison d'édition s'appelle En toutes lettres et on a sorti il y a une dizaine de jours un livre qui s'appelle Maroc, justice climatique, urgence sociale. Le concept, c'était de travailler, on a une collection qui s'appelle Enquête, et le travail, c'est de pouvoir regrouper des journalistes et faire une sorte de rédaction ensemble et travailler sur ces thématiques-là. On a travaillé sur la désertification, sur le stress hydrique, on a même travaillé sur des sujets qui potentiellement fâchent, comme le solaire, qui est détenu quand même par des gens qui ont du pouvoir au Maroc. Et donc, j'ose dire qu'au niveau environnemental, on fait un travail au niveau du Maroc, que ce soit dans la presse hebdomadaire, francophone et arabophone. Au niveau éditorial, on a fait ce travail-là. Je veux aussi dire que dans ce travail-là, on a essayé de faire de la transmission également et du transfert de vocation avec des jeunes journalistes qu'on a formés dans le cadre d'un projet qui a été financé par CFI qui s'appelle Open Shabab. Et ces jeunes ont produit également des textes lents, du journalisme lent, du grand reportage. Ce livre, on l'a passé à la télé marocaine, il est passé dans les hebdomadaires marocains. Donc effectivement, il y a toujours une manière de faire ce travail-là. Je pense que dans un livre, ça passe beaucoup mieux peut-être que dans la presse, mais il y a toujours moyen de faire du grand reportage et de l'enquête sur l'environnement au Maroc. Je tiens aussi à dire que c'est important de donner de la parole aux gens
d'humaniser, comme ça a été dit dans le panel, parce que l'environnement, c'est du sociétal, c'est du social, c'est un impact sur, quand on parle de problèmes comme désertification, c'est de la migration interne, c'est des oasis qui disparaissent, c'est des nomades qui s'installent dans les périphéries des petites villes, créant des problèmes, de la scolarisation qui n'est pas garantie pour ces enfants, c'est du vécu, c'est des gens, c'est des voix, et c'est exactement ce qui est demandé aux journalistes de faire aujourd'hui. Merci. Merci. Pardon, Hicham est trop modeste pour dire que son livre est disponible sur les rayons de la librairie ici à la vente. Et je vous le recommande. Je crois qu'il en a quelques exemplaires sur lui aussi, mais il n'osera pas vous le dire. Simplement pour parler de l'importance de ce travail, puisque En toutes lettres a trouvé en fait une nouvelle manière de diffuser de l'investigation, de l'enquête journalistique. C'est, je crois, le 5e ouvrage que tu fais, avec un autre sur l'enfance, et puis un autre formidable sur l'islam, et un autre encore plus formidable sur les femmes. Donc c'est un travail que je recommande, parce que vous savez que la liberté de la presse est soumise à forte pression au Maroc, et sur les questions environnementales aussi. Et donc, publier ces ouvrages d'enquête, c'est aussi une bonne manière d'accéder à un public. Donc, je vous recommande la lecture et allez le voir. Merci. Alors, la question qui est posée à travers vos différentes interventions, c'est, au fond, comment on ressent ces questions de l'environnement. Moi, j'ai envie de me retourner encore, j'ai vu que vous avez demandé la parole, mais vers Max Ball et Gaël, pour dire comment est-ce que les choses sont vécues concrètement. C'est-à-dire, comment est-ce que les gens, non seulement voient les questions de l'environnement, mais comment ils jugent la façon dont c'est traité ou pas traité. Alors déjà, je ne pense pas qu'ils jugent, parce qu'il faut avoir les moyens de juger, il faut avoir les outils, il faut avoir les médias, il faut avoir l'électricité. Déjà, ça élimine beaucoup de gens sur la planète. Première chose. Deuxième chose, j'entends beaucoup parler de journalisme. Maintenant, on est au XXIe siècle, et je pense qu'il y a des composantes nouvelles dans le journalisme. On va peut-être parler des réseaux sociaux, du smartphone, qui équipe la poche de la majeure partie des ados, et voire plus, dans le monde, ou du moins de ceux qui ont accès, encore une fois, à l'électricité et à la téléphonie. Mais vous savez, nous, quand on a créé ce réseau-là, on est parti d'un concept extrêmement simple, c'est la personne à qui on ment le plus facilement au monde, je pense que c'est un journaliste. Si vous venez dans mon village, dans l'Ariège, j'habite dans une zone très reculée de la France, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui s'appellent l'Ariège, dans les Pyrénées. Et je sais que si n'importe quel journaliste venait me voir, et si je ne le connais pas, je ne suis pas sûr que je lui dirais la vérité. Parce que je n'ai pas envie de confier ça à tout le monde. Et le concept, c'était de se dire que peut-être la meilleure façon d'avoir de l'info, c'est pas de l'info, c'est du ressenti, du témoignage, et quelque chose qui peut vraiment nourrir le débat, c'est quelque chose qui soit donné comme un cadeau, comme une transmission. Et c'est pour ça que l'aspect intergénérationnel de notre réseau, c'est de se dire que si tu veux du ressenti, il faut avoir envie de donner le ressenti. Là, on est en public, on est en train de préparer, de présenter chacun nos activités, donc on est sur une démarche, entre parenthèses, presque commerciale. Mais quand on va donner, quand un ancien raconte son témoignage à son petit-fils ou à quelque chose comme, enfin, un membre de sa famille ou un de ses proches, c'est un don, c'est une transmission, c'est important, et ça on le fait pas à n'importe qui. Et donc si on veut vraiment avoir du ressenti, du comment ces populations-là, et quand je dis ces populations-là, il y en a partout. Encore une fois, c'est pas uniquement des populations indigènes, parce qu'on travaille beaucoup avec elles, mais c'est des populations dans des zones reculées où personne ne va pour des raisons souvent économiques. N'importe quel organe de presse n'aura jamais les moyens de faire une étude sur l'ensemble du monde sur la perception de la montée des eaux. On va envoyer 2 spécialistes pendant une semaine, ils vont faire une grosse généralité pour dire dans telle zone du monde, voilà comment on perçoit. Pour des raisons, encore une fois, temporelles et économiques. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir capter ce ressenti-là, mais ce ressenti avec une forme, on parle beaucoup des fake news, mais là avec une forme de ressenti, l'intérêt du ressenti qui est à mes yeux une nouvelle composante du journalisme, c'est-à-dire tu as l'analyse et puis tu as la matière brute. Le ressenti, c'est la matière brute. C'est à partir de cette matière brute que tu peux travailler toi en tant que journaliste sur une analyse et une perception des choses. Mais le ressenti, comme tout minerai, il faut aller dans des endroits où il y en a. Où il est pur. Et pour qu'il soit pur, il faut qu'il soit donné avec une forme de filialité. Donc l'intérêt du ressenti, qui est à mes yeux le chaînon manquant entre les corps scientifiques, enfin plutôt entre les corps politiques et économiques, et les corps scientifiques, avec en bas le bas peuple qui attend et qui dit alors qu'est-ce que vous décidez? Donc bien souvent le corps scientifique est là un peu pour faire le lien entre les décideurs et le peuple.
Ça, je caricature, hein, mais on est un peu là-dedans. Donc l'idée, c'est qu'on nous abreuve de chiffres, de sommes incommensurables qui vont être dépensées, puis dans l'absolu, on ne sait pas trop quoi faire. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut dire, nous, est-ce que notre expérience a du sens ou pas? Mais encore une fois, cette notion, ce chaînon manquant qu'est le ressenti, c'est peut-être un peu ce qui pourrait permettre de rendre le débat un peu plus humain et aider le journalisme aussi à être nourri par autre chose que ce prisme relativement pyramidal. Voilà. Je suis Koné Ibrahim, médiateur de la radiodiffusion télévision ivoirienne Le Masque. Kouchner a bien introduit le débat. J'ai été impressionné. Je ne savais pas que le ressortissant d'un peuple rassasié venant de France aurait eu un regard aussi pointu et si approprié sur les problèmes des États au sud de la Méditerranée. Nous sommes tous au sud de la Méditerranée des peuples corrompus. N'ayons pas peur des mots. Les deux expériences que viennent de nous exposer nos frères du Burkina et du Togo montrent parfaitement et éloquemment la situation que nous vivons. Les services publics, par leur comportement de corrompus, ont démissionné. Il faut prendre des initiatives pour sauver nos États, nos traditions, nos us et coutumes. Ça fait partie de l'environnement. Le Togolais nous en parlait tout à l'heure. Il faut sauvegarder ça. C'est vrai que nous, on a ressenti ça en Côte d'Ivoire. On a vu les Chinois arriver, on a rigolé. Parce qu'ils étaient précédés d'une réputation désastreuse. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne feront rien pour le pays dans lequel ils viennent d'arriver. C'est connu ça. Mais on a commencé à comprendre. L'environnement est un problème qui doit être embrassé par le sommet. Chez nous, on dit que le poisson pourrit par la tête. Si ceux qui nous gouvernent ne prennent pas en considération les préoccupations des masses dont ils détiennent le destin, mais tout est foutu. Moi, je ne suis pas politique. Il y a longtemps, j'aurais été ministre N fois. Ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est une tâche difficile. Toutes les activités sont entachées par des connotations politiques. Sans politique, on peut vivre. Quand j'arrive en France, je vois chaque carrefour, chaque rivière, chaque maison. Tous les objets, les êtres ont une histoire. Il y a un environnement qui est protégé. Et ça, vous ne pouvez rien. Parce que, quoi qu'il en coûte, on fait en sorte que chacun se sente chez soi et bien chez soi. Mais nous, on vient nous déranger et on n'a aucun moyen de réaction. Voilà la situation en gros. C'est pour ça, mes deux jeunes frères là ont pris des initiatives que je sais que Kouchner, qui est très attentif, a pu repérer pour pouvoir nous parler aujourd'hui ici. Et c'est un bon choix. Je voudrais le saluer pour ça. Les problèmes de l'environnement, j'ai causé tout à l'heure avec mon ami irakien, turc, il est les deux à la fois. Et on était sur la même longueur d'onde. On était sur la même longueur d'onde. Parce que c'est un package de développement d'un pays et même de la planète. Hier, je suis intervenu pour dire que l'argent a tout dérangé
tout foutu par terre. Quand vous en avez, vous faites n'importe quoi. Quand vous n'en avez pas, vous êtes victime. Vous êtes des martyrs à mort. C'est ce qui arrive à la planète. C'est ce qu'il faut redresser. Il faut une communication internationale pour pouvoir redresser cette situation. Merci. Merci de tes compliments. Je ne suis pas sûr de les mériter, mais merci aussi pour cette information sur le fond. C'est vrai. Ça pose un certain nombre de questions, finalement, nos échanges ici. Ça pose la question de savoir... Oui, je vous ai vu, madame, mais j'avais d'autres demandes avant. Mais ça pose des questions qui sont des questions qui tiennent au rôle des journalistes, au fond. C'est-à-dire, qu'est-ce que le journaliste doit se contenter, quand il peut. Ça a été souligné notamment pour l'Égypte, hein, mais ce n'est pas le seul cas, bien entendu, où il y a des atteintes graves à la liberté d'expression. Des atteintes mortelles à la liberté d'expression, même souvent. Mais est-ce qu'il faut se contenter de dénoncer simplement ça, ou est-ce qu'on est, au fond, le rôle d'acteur, de journaliste, ne doit-il pas se limiter à la dénonciation, à dire les choses telles qu'elles sont vécues, au plus près des gens, avec leurs mots, avec leurs ressentis, comme tu le disais, Max. Ce sont des questions dont on n'aura pas fait le tour, je crois, je le crains, aujourd'hui en 1h30. Bonjour à tous, Tarek Aï, journaliste à France 24. Moi, je voudrais revenir au monde arabe, en fait, et au rapport du CFI. Vous aviez parlé des femmes qui sont majoritaires, en fait, qui travaillent qui traitent de ces questions environnementales plus que les hommes. Vous avez dit qu'il n'y en avait pas suffisamment. Est-ce que c'est par manque de formation, par manque d'intérêt? Y a-t-il un besoin de recruter aujourd'hui plus de femmes? Est-ce qu'il y a cette conscience-là du besoin de parler un peu de ces questions-là? Et qu'en est-il un peu de la presse spécialisée dans ce monde arabe? À ma connaissance, il n'y en a pas tant que ça. Et dernière question sur les contenus médiatiques. Vous en avez parlé, mais sans préciser s'il s'agit plus de radio, de presse écrite ou de télé. J'en profite aussi pour poser une question à Max et à Gaël, dont vous aviez parlé de notre manière en tant qu'occidentaux d'aborder ces questions climatiques et environnementales, qui est différente des locaux. On a parlé hier en aparté du succès que vous rencontrez avec Hip Hop. Peut-on dire que justement cet intérêt pour ces questions environnementales repose aujourd'hui sur cette jeunesse beaucoup plus que sur d'autres catégories d'âge? Merci. Merci. Peut-être on va prendre en même temps votre intervention avant de répondre aux différentes questions. Ça tombe très bien, effectivement, parce qu'elle va avoir un témoignage en arabe que je traduirai sur la question relative aux femmes dans le journalisme environnemental. Alors, c'est pas exact qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a davantage d'hommes et ça semble être une tendance assez nouvelle, c'est-à-dire que dans les années 90, les rédacteurs en chef avaient plus tendance à mettre des femmes dans les rubriques environnement parce que cela avait l'air d'être une rubrique de second ordre. Et aujourd'hui, au fur et à mesure que les questions environnementales concernent de plus en plus, mais je laisserai Rim donner son témoignage parce qu'il est très intéressant et je la traduirai. صباح الخير. بعتذر رح أتكلم باللغة العربية لأني لا أتقن اللغة الفرنسية مع أني حاولت أني أخذ كم درس لكن الإرادة كانت قليلة لدي. بدك تترجمي مريم؟ قلت تعتذر أنا باش أتكلم. Elle s'excuse de devoir s'exprimer en arabe, bien qu'elle ait fait l'effort d'apprendre le français, qu'elle ait déjà tenté plusieurs cours de français, mais elle n'est toujours pas en mesure de s'exprimer vraiment en français. Donc elle s'exprimera en arabe pour donner son témoignage très intéressant et qui, voilà. On vous écoute. أنا من الأردن والأردن يعد ثاني أفقر بلد بالعالم بمصادر المياه. لكن يعني من السخرية أن نقول أنه بلد يعاني من شح المياه لكن لا يوجد هنالك إدراك جيد
لأهمية أو لعظم نقص المياه بهذا البلد؟ Alors, Rim est de Jordanie et la Jordanie est le deuxième pays qui souffre de la rareté de l'eau dans le monde. Et paradoxalement, il n'y a pas cette conscience nécessaire par rapport aux questions relatives aux ressources hydriques en Jordanie et notamment chez les journalistes. أنا صحفية أكتب في قطاع المياه من 15 عاماً. لكن لدي قصة في كيف بدأت الكتابة في هذا المجال. Donc, elle est journaliste et elle écrit sur les questions environnementales depuis une quinzaine d'années, mais elle a une histoire un peu particulière. Ses débuts en journalisme environnemental sont marqués par des circonstances un peu particulières. بدأت القصة من أكثر من 15 عاماً. كنت أكتب في قطاع السياسة ورئاسة الوزراء والحاكمية الرشيدة. Alors, elle écrivait essentiellement sur les questions politiques et sur les questions de bonne gouvernance. في يوم من الأيام كتبت تقرير أن على الحكومة أن تبدأ بنفسها بالحاكمية الرشيدة. Alors, elle a écrit un article où elle disait que le gouvernement devrait commencer par montrer l'exemple en matière de bonne gouvernance. في اليوم الثاني عندما نشر التقرير تلقيت اتصال من مديري. Alors, au moment de la publication de l'article, elle reçoit un coup de fil de son directeur. يخبرني أنني أنا الوحيدة من ضمن الطاقم الصحفي أنني يعني تغير القطاع الذي سأكتب فيه. Alors, et qui lui annonce qu'elle a été affectée à une autre rubrique suite à l'article. قلت له أوكي إيش القطاع الجديد؟ Alors, elle a dit OK, et quelle est cette nouvelle rubrique? فحدثني عن قطاع الزراعة والمياه. Et il a dit qu'elle écrirait désormais sur l'agriculture et l'eau. Punition, voilà. قلت لنفسي زراعة ومياه، الناس لا تهتم بالزراعة والمياه مع إنه إحنا أفقر ثاني دولة بالعالم. Alors que la population ne s'intéressait pas du tout à ces questions à ce moment-là. في بلدي السياسة والاقتصاد أهم من الزراعة والمياه. La politique et l'économie, ce sont des questions qui intéressent davantage et semblent plus importantes aux yeux de la population en Jordanie. يعني شعرت بخيبة أمل بالبداية، لكن لي صديق أخبرني لا تهتمي بالموضوع، ستبلي جيدا يعني. Alors, bon, elle avait ressenti une certaine déception et un ami lui avait conseillé de يعني إنه راح تيجي واقفة يعني you will doing very well. Voilà, lui avait conseillé d'écrire sur ces questions parce qu'elle réussirait. فكان إنه الكتابة في قطاع الزراعة والمياه تحدي بالنسبة لي لأثبت لمن حولي من المدراء والمسؤولين أنني أستطيع الكتابة في هذا المجال. Alors, donc c'était une forme de défi pour elle, pour prouver à ses rédacteurs en chef qu'elle pouvait écrire sur ces questions et qu'elle pouvait, et que les gens pouvaient s'intéresser à ce qu'elle écrivait. الآن بعد تقريبا 15 سنة يعني أجزم أني استطعت أن أخدم الناس بطريقة كثير جيدة وأن ألفت انتباه الناس لمشكلة قطاع المياه بالأردن، والحمد لله أنا الآن من ضمن 3 صحفيات بالأردن متخصصات بقطاع المياه بالإضافة لزميلتي إيمان. يظهر لي أكثر من 95 يجيو 25 سنة. لا أنا اشتغلت 10 سنين تحرير وسياسة. Ok. Et au bout de 15 ans, l'intérêt pour ces questions semble plus important et elle a réussi à devenir l'une des 3 journalistes spécialisées en environnement en Jordanie. Avec لكن إيمان لكن جائحة كورونا جاءت يعني توقف مسيرتي في الصحيفة وأن أبدأ يعني بأن أكتب بمجال المياه لكن مع جهات أخرى. Mais le Covid a interrompu sa collaboration avec ce journal et elle a commencé à collaborer avec d'autres journaux. Donc,
Thank you. Je ne sais pas Merci si beaucoup. elle a un peu... Mais c'est dangereux de la mettre sur les questions de l'eau et de l'environnement. Il faut, si vous comprenez le français, c'est dangereux parce que si elle était restée plus longtemps, on aurait dû sûrement la changer à nouveau de rubrique. Oui, effectivement, c'est ce qu'elle avait dit au moment de son témoignage pour l'étude. C'est qu'on on l'a pas changé de rubrique, mais elle avait constaté que l'intérêt des gens s'est beaucoup accru au cours des dernières années pour ces questions-là, parce que ça commence à toucher réellement la réalité, le quotidien des citoyens en Jordanie. Donc il y a une réelle évolution depuis 10-15 ans. On fait un débat qui est limité en temps, j'en suis désolé, parce que ça pose des problèmes qui sont des problèmes de fond. Par exemple, pour nous, journalistes, traiter des questions de l'environnement, jusqu'où ça va? C'est-à-dire que ça met en cause souvent la façon dont sont gérées les affaires d'un pays, d'une région, d'une ville, etc. Ça veut dire que très souvent, le fait de partir des préoccupations des gens et de les décrire, même quand on est au plus près de ces préoccupations, c'est vécu comme une atteinte insupportable au pouvoir politique et économique, bien sûr. Donc, forcément, c'est à risque, quelque part. Et on ne peut pas l'éviter. Madame. صباح الخير جميعا بونجور بعتذر راح أتحدث باللغة العربية لأنه الثقافة عندنا في الأردن ثقافة شوي باللغة الإنجليزية وليست بالفرنسية. تفضل. أول شيء سؤالي بخصوص مشروع الميديا لاب موجه للأستاذ خالد والأستاذة مريم. كان هذا المشروع انطلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كيف يمكن أن نستثمر هذا التعاون في هذه المنطقة ومن خلال الوكالة الفرنسية لتطوير الأوضاع، يعني تطوير الوضع المائي والتحديات المائية التي تواجهها المنطقة من خلال هذا التعاون الصحفي والعلمي، يعني الصحافة والإعلام، كيف يمكن أن ننمي يعني هذا التعاون مستقبلاً؟ Je vais traduire. Donc, la question concernait plus spécifiquement le projet Media Lab Environnement qui a été présenté par Khaled et dont l'étude est une composante. Et la question, c'est comment on peut développer les médias et la collaboration entre les scientifiques. الصحافة والعلم والعلماء الإعلام ولا العلوم. Alors la collaboration entre les journalistes et les scientifiques pour pouvoir trouver des solutions de fond aux problématiques de l'eau dans les pays ciblés. Alors في أيضا جزء آخر للسؤال. عفوا. اوكي. الجزء الاخر بالسؤال، احنا نعاني، انا اسفه ما عرفت عن نفسي، انا ايمان من الاردن، صحفيه اكتب في قطاع المياه منذ اكثر من 15 عام. سؤالي ايضا عن شح البيانات والمعلومات في المنطقه العربيه حول المياه. احنا البيانات معظمها بنستقيها من المواقع الاجنبيه والمواقع العلميه وتكون معظمها باللغه الاجنبيه، ومنعاني من شح هذه البيانات. يعني منذ قليل عرضت الدراسه وكان فيها بيانات ومعلومات مهمة جدا. إحنا للأسف هذه المعلومات لا تتوفر لدينا، وفي لدينا شوي خلينا نحكي يعني مصادر المعلومات شوي لا تكون متعاونة يعني مع الصحافة، وهذا ما شوي بيحد من إمكانية انطلاق الصحفيين في هذه المنطقة بخصوص موضوع العلوم، الصحافة العلمية scientific journalism. Par rapport à la question, le deuxième volet de la question concerne l'accès aux données qui sont généralement pas en arabe, et les journalistes qui travaillent sur les questions environnementales dans la région ont beaucoup de mal à avoir accès à ces données-là quand ils ne maîtrisent pas une langue, par exemple comme le français. Et سامحني إيمان كنت تنجم تعاود الأخر شنو قلت في الأخر الجزء الأخير المعلومات. Et la question de la question de l'accès à l'information qui est aujourd'hui très problématique dans ces pays-là. Quelles seraient les solutions par rapport à ce point-là? Donc un volet concerne les données, donc plutôt scientifiques, qui sont disponibles mais dans des langues autres que l'arabe. Et le deuxième volet, c'est par rapport à la question de l'accès à l'information qui est plus liée au contexte de chaque pays, au cadre juridique, je suppose, etc.
Oui, on va répondre aux confrères de France 24, et puis ensuite vous demandez la parole également. Après, on sera obligé de mettre un terme pour le moment à ce débat qui n'a pas fini de faire parler. Très bien, alors je vais répondre à la question extrêmement intéressante, je trouve, sur l'implication de la jeunesse dans ces thématiques-là. Sont-ils plus ou moins impliqués que les générations précédentes? Comment est-ce qu'ils le voient? Alors moi, de ma position, en tout cas, je suis incapable de vous dire s'ils sont plus ou moins impliqués. Ce que je sais, c'est que, grande différence avec la génération précédente, on a affaire à une génération qui est très très largement mondialisée, et qui se saisit de ces problématiques via les réseaux sociaux, via Internet que quasiment tout le monde, ou en tout cas dans les grandes villes, a dans la poche. Et ça veut dire que forcément, on a un réseau qui peut se monter très facilement de gens qui vont réfléchir d'une manière beaucoup plus similaires que ne pouvaient, de modes de réflexion qui vont être beaucoup plus similaires que ne pouvaient être les générations précédentes. Et c'est pour ça qu'on peut se rendre compte que certaines thématiques, comme les thématiques environnementales, vont avoir un écho particulièrement important auprès d'une catégorie de population, ce qu'on appelle, nous, et dont je fais partie, grosso modo, les jeunes. Deuxième chose qui est corollaire de cette mondialisation, c'est le fait qu'ils ont pris conscience et ils savent parfaitement maîtriser toute la richesse de l'outil qu'ils ont dans la poche. À la fois la puissance des réseaux sociaux, en termes de débat public, en termes de protection aussi, parce que nous, c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'un problème, un témoignage médiatisé, les témoignages qu'on a, pourquoi est-ce qu'on essaye de les médiatiser au plus possible? C'est parce que c'est une protection. C'est une protection pour la personne qui a récolté le témoignage, c'est une protection pour la personne qui a fait le témoignage. Donc un témoignage médiatisé sur les réseaux sociaux est une protection. Et deuxième chose sur l'implication de la jeunesse et l'utilisation de ces nouveaux outils, c'est aussi le fait que maintenant, avec Internet, on a des réponses qui peuvent être apportées, ou en tout cas des éléments de réponse qui peuvent être apportés beaucoup plus facilement qu'auparavant, que ce soit via la recherche sur Internet, la recherche sur les sites spécialisés, ou l'appel direct à des personnes du corps scientifique qui peuvent être plus ou moins accessibles. Nous, par exemple, on développe HipHop à 50-50 avec l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui est un grand institut de recherche qui travaille notamment dans les pays du Sud. Et on donne accès, enfin l'IRD donne accès via le projet HipHop assez facilement aux scientifiques qui sont spécialistes de thématiques, parfois extrêmement précises et qui sont des références dans leur domaine, et qui peuvent réagir directement, ou en tout cas à l'aune de ce qu'ils savent sur le sujet, aux problématiques qui peuvent être envoyées directement par les citoyens. Je crois qu'en fait, la maîtrise de ces outils-là donne un accès, pour qui sait s'en servir, très rapide aux pointures scientifiques, à la protection donnée par la médiatisation, et ça peut permettre réellement de changer la donne, et en tout cas de faire émerger des problématiques qui étaient beaucoup plus difficiles à traiter auparavant. Je rajouterai juste une petite chose à Gaël, je vais être extrêmement court, du moins je vais essayer parce que j'ai souvent du mal. Non, mais je sais que tu vas le faire. Moi qui fais plus partie de la catégorie qu'évoquait Gaël, donc la catégorie des jeunes que j'ai largement dépassée depuis quelques décennies déjà, je m'aperçois qu'en fait la responsabilité qu'on est en train de mettre sur les épaules des jeunes sur l'avenir du monde, parce que c'est leur avenir, malheureusement c'est pas le mien, j'aimerais bien être immortel mais c'est pas le cas, et donc du coup ils arrivent avec relativement peu d'infos et beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire voilà, vous allez devoir sauver le monde. Avec quoi on ne sait pas, la causalité on ne sait pas trop. En fait, eux n'ont pas eu la chance ou la malchance de voir la dégradation, d'où l'intérêt de recréer un lien intergénérationnel. Ça aussi, c'est extrêmement important. On parlait tout à l'heure de coutume, de savoir-faire. Nous, ça fait 20 ans qu'on travaille sur une forme comme ça de banque mondiale du ressenti et du savoir-faire. Et donc, c'est pour ça que l'UNESCO sera, si je croise les doigts, incessamment sous peu partenaire d'HipHop pour héberger cette banque mondiale du ressenti intergénérationnel. L'idée, c'est de se dire, quand on a 20 ans maintenant, qu'on est confronté à des lendemains relativement difficiles, est-ce qu'on peut un petit peu se retourner, regarder ce qui a été fait par avant, comment ça a été ressenti, les échecs, voilà. Cette notion-là aussi d'avoir peut-être une banque de données autre qu'une banque de données scientifique et budgétaire, pour ne pas dire financière, quoi. Ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, de recréer du lien intergénérationnel, on est tous confrontés à la plus grosse problématique de tous les temps. Donc, c'est une extinction possible ou pas dans les siècles à venir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne uniquement la responsabilité aux générations de venir débrouillez-vous tout seul? Ou alors, on leur dit, voilà, ça a été fait, voilà les résultats qu'on a eus. Donc, l'idée, c'est aussi de recréer du lien intergénérationnel autrement qu'à travers les tutelles et les structures pyramidales. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair.
Iman. Je l'ai fait pour toi, disait le père. Je sais, tu me l'as dit déjà, disait l'enfant. Il est foutu, et je n'ai plus qu'à le refaire. Iman, merci pour la question. Alors, je réponds en français après quelques phrases en arabe. L'essentiel ou bien l'important de ce projet de CEFI, comme j'ai dit au début, c'est régionaliser les défis environnementaux dans la région, au lieu de nationaliser. Ça c'est la deuxième part de ta question. Alors, si je me souviens bien, comment traiter les choses par les médias et les choses sont basées sur la science. C'est vrai. Nous, au Moyen-Orient, dans le monde arabe, il nous manque des centres de recherche scientifique. Alors, moi-même, comme un journaliste, quand j'écris un article, alors je vais sur les sites français, américains, tout ça, pour avoir des données scientifiques. Mais qu'est-ce que je fais? Moi, je ne dois pas présenter un article abstract aux gens. Non, je dois faire un lien entre les données scientifiques et les communautés locales. Alors, par exemple, je parle de l'augmentation le niveau de l'eau de mer. Qu'est-ce que je fais? Alors, je fais un lien entre ce sujet et les villes comme Bassora, par exemple. Peut-être il y a la probabilité de perdre la Bassora à cause de ce problème. Alors, j'ai fait un lien. Et c'est très important d'être sur le terrain toujours. Comme un journaliste, moi, je n'écris pas un article si je ne vois pas les choses, si je ne sens pas les choses. L'essentiel, c'est de donner la parole aux gens. Comment ils pensent, comment ils vivent. Et voilà, tout brièvement, أقول لك إنه الأهمية في هذا المشروع هو أن نفكر إقليميا بدل أن نفكر على المستوى الوطني فقط. هذا الجانب. الجانب الآخر المسألة العلمية أو العلاقة بين الصحافة والعلم. إنه صحيح نحن نعتمد على البيانات العلمية، ولكن يجب أن نربط بين البيانات العلمية وبين الواقع الموجود. يعني مثلا إذا تحدثنا عن ارتفاع مستوى سطح البحر، يجب أن نربط بين هذه المشكلة وبين المدن المهددة في الشرق الأوسط مثل الإسكندرية، مثل البصرة، ومدن وسواحل لبنان مثلا. هذه هي أهميتنا وأهمية وجودنا على الأرض. شكرا جزيلا. Fatima Yassine, journaliste, chef de rubrique société au journal As-Sahara al-Maghribiya. C'est un journal arabophone qui appartient au groupe Le Matin, qui est très connu au Maroc. Il est officiel. Madame Mariam, sur votre intervention qui est riche, il y a au Maroc, il n'y a pas de journalistes spécialisés. Mais aujourd'hui, il y a des journalistes spécialisés à la question de l'environnement. Il y en a qui écrivent en arabe ou qui sont arabophones ou francophones. Par exemple, moi je suis chef de rubrique société, mais je suis spécialisée à l'environnement. J'écris des articles et derrière moi j'ai un prix Hassan de l'environnement et j'écris un sujet sur le changement climatique. Accélère les agriculteurs à la migration vers d'oasis à la migration vers les villes. Alors, la réponse, c'est que en fait, les statistiques, c'est souvent l'art de mentir avec exactitude. Alors, ce qu'on dit, c'est pas qu'il n'y a pas de journalistes spécialisés au Maroc, mais que la proportion de journalistes spécialisés au Maroc est faible. Donc, vous représentez une forme d'exception. Ce
qu'il y a, c'est-à-dire qu'on se base pour aboutir à ces résultats, on se base sur un échantillon. Et à partir de cet échantillon, on voit la proportion de journalistes spécialisés et de journalistes non spécialisés en environnement. Et cette proportion au Maroc est très faible. Au niveau du graphique, on voit qu'il n'y en a presque pas, parce qu'on a 3 ou 4%. Donc c'est faible. Mais c'est pas qu'il n'y en a pas. Il y en a bien sûr, mais leur nombre n'est pas élevé. Donc vous faites partie d'une certaine exception au Maroc. Voilà, écoutez, je crois qu'il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte. Donc nous sommes à la fin du débat, si j'ose ainsi m'exprimer, parce que ce débat pourrait être prolongé sur toute une série de questions qui ont été soulevées et qui sont de première importance à mes yeux, à la fois sur la connaissance des questions de l'environnement, mais aussi sur les pratiques des journalistes elles-mêmes qui sont en question, qui sont en interrogation, sur la connaissance réelle de la façon dont ces problèmes de l'environnement sont perçus par les gens, sur la place qu'ils prennent eux-mêmes dans nos médias, dans l'information. Ce sont des grandes questions. En tout cas, je vous remercie. Je trouve que ce premier échange sur ces questions était d'une grande richesse. Merci à vous qui y avez participé, qui êtes parfois venus de loin. Et profitons des assises jusqu'à la fin, puisque d'autres débats nombreux sont consacrés aux questions de l'environnement. Merci.